Merci beaucoup. Bon, j'ai une petite extinction de voix, c'est embêtant parce que le film, il a dit la moitié de ce que je voulais dire. Donc maintenant, je vais devoir vous intéresser différemment. Au pied levé, c'est pas facile, mais je vais essayer de faire un effort. En tous les cas, pourquoi je suis ici aujourd'hui? Il y en a beaucoup qui doivent se dire, mais c'est qui ce Brabant en question? On ne le connaît pas. Je ne suis pas un chef d'entreprise, je ne suis pas un politique. Non, rien de tout cela. Je suis un simple avocat d'affaires. Mais c'est vrai que l'histoire que je vais vous raconter, parce que je crois que je vais vous raconter une histoire de l'histoire du pacte mondial. Et c'est vrai que la chance que j'ai eue dans ma vie, c'est de très bien connaître Kofi Annan et aussi très très bien connaître et travailler depuis le début avec John Ruggie. Et ça a été, pour un avocat d'affaires, quelque chose d'impressionnant. D'abord par la qualité de leur personnalité, époustouflante, franchement. Si vous les aviez aussi rencontrés, peut-être que certains d'entre vous l'ont fait, ils étaient impressionnants et convaincants. Je regrette aujourd'hui d'ailleurs qu'ils ne soient pas encore avec nous, dans le monde dans lequel on est, où on a besoin de convaincre. Kofi Annan était effectivement secrétaire général des Nations Unies et John Ruggie était son représentant permanent. Et c'est à deux qu'ils ont fait ce long chemin de ce que l'on appelle aujourd'hui le pacte mondial et tout ce qui aura suivi. Car ils ont fait un sacré travail. Sans eux, on ne serait pas là. Et sans eux, on serait 3 dans la salle, comme nous l'étions il y a 20 ou 25 ans, n'est-ce pas Dominique? J'ai beaucoup d'amis ici, avec qui on a vécu ces épopées. Donc d'abord, je me permets de les louer et au nom de vous tous, ils sont là-haut, de les remercier d'avoir été sur cette terre. Et on va comprendre pourquoi. Parce qu'ils ont donné quelque chose de nouveau, une impulsion nouvelle. L'impulsion qui est celle d'appréhender la responsabilité des entreprises en matière de droits humains. Je peux vous dire qu'à l'époque, c'était presque un gros mot. Une entreprise devoir se soucier des droits humains. Mais non. Cher maître, cela relève des États. C'est tout à fait vrai. Que s'est-il donc passé? Ils ont donné cette impulsion des droits humains et je voudrais dire dès l'introduction que, vous savez, les droits humains, ça suffit. Qu'il fasse trop chaud ou trop froid, ce n'est pas très grave. Ce qui est important, c'est quand l'humain en souffre. L'environnement, finalement, les Nations Unies ont décidé en 2022 qu'il en était de l'humain aussi. Et en conséquence, ce sont toutes ces règles, je ne vais pas vous faire un cours de droit, qui se convergent vers les droits humains, qui sont celles qui sont applicables pour nous juristes. Vous savez, on est un peu étriqués d'esprit parfois, les juristes. On aime bien raisonner dans des boîtes. Ben, la boîte, elle est là. Mais elle est belle, cette boîte, puisqu'on parle de l'humain. Et c'est de cela qu'on va parler aujourd'hui, ensemble. Pour donner cette impulsion, c'était à la fin du XXe siècle. À quoi faisaient-ils face, Kofi Annan et John Ruggie? Ils faisaient face à un monde qui était la fin du XXe siècle et qui était d'abord un monde de la mondialisation qui avait envahi le monde après la Seconde Guerre mondiale. Mais cette mondialisation, c'est une mondialisation qui était progressivement surtout économique et financière. Pas nécessairement pour le plus mauvais, mais elle était effectivement cadrée. Et en conséquence de quoi, et à cette même époque, les entreprises étaient toujours dans des perspectives que l'on connaissait, qui étaient avant tout le profit financier. Ça n'est pas un péché ni un grand mot, comme ça a été dit ce matin, le mot profit n'est certainement pas un gros mot, car sans profit, on ne peut rien faire. Mais c'est vrai que c'était une concentration qui était sans autre considération. La deuxième chose, c'est que nous, les juristes et les avocats, ont veillé à donner aux entreprises des conseils qui étaient relatifs à la sécurité juridique du projet par rapport aux droits applicables. Mais
certainement pas au travers des traités internationaux, encore moins de droits humains, et encore moins dans toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire de remettre en cause la personnalité morale, la personnalité juridique des entreprises. C'était le monde auquel Kofi Annan et John Ruggie faisaient face. Et donc c'était un monde des entreprises auxquelles ils faisaient face et des institutions financières. Je peux vous dire, pas facile. Et donc Kofi Annan a été à Davos. À Davos, c'est le monde des entreprises. Lui, c'était l'ONU. Davos, c'est les entreprises, c'est les dirigeants d'entreprises. Et c'est à ce moment-là, comme l'expliquait un petit peu le petit film, qu'un tournant significatif est arrivé qui, quoi qu'il arrive, ne s'arrêtera pas. Et c'est ce en quoi Kofi Annan et John Ruggie ont marqué, non pas seulement le XXIe siècle, mais l'histoire du monde. Ils ont voulu humaniser la mondialisation. Ils ont voulu faire une mondialisation qui était plus soucieuse d'un concept que auquel Kofi Annan était très attaché, ainsi que John Ruggie, et je suis certain que vous l'êtes tous aussi, la dignité humaine. Chacun d'entre nous et chaque personne qui sont autour de nous, pour une raison économique ou personnelle, comment peut-on ne pas vouloir tout mettre en œuvre pour respecter la dignité humaine? Alors pour cela, Kofi Annan, et afin de poursuivre cet objectif, a osé ouvrir les portes de l'ONU à ces objectifs, directement aux entreprises et aux ONG. C'était vraiment osé dans le monde actuel. Quand on voit comment ça se passe aux Nations Unies en ce moment, ce n'est pas facile. Mais vous voyez le mouvement qu'il a osé faire. Il s'est dit, il faut le faire. Et pourquoi a-t-il eu cette idée? Apparemment saugrenue pour certains. C'est parce que les ressources financières, il avait remarqué que les entreprises étaient grandissantes, de plus en plus importantes, de plus en plus influentes. Et donc leurs ressources financières, leur savoir-faire, leur influence mondiale faisaient des entreprises ce qui était nouveau, car l'ONU, c'est pour les États. Et il a dit, vous êtes mes partenaires incontournables pour parvenir à mes objectifs planétaires que je veux pour l'ensemble des nations. On ne peut rien faire sans vous, les entreprises. Vous voyez quel est le changement d'état d'esprit qu'il a généré. Et pour cela, c'était à dessein de pouvoir remplir ces objectifs qu'il avait, des Nations Unies, et plus particulièrement, qui étaient ceux concernant les droits humains, de la paix, de l'état de droit, nous allons y revenir, car sans état de droit, je ne sais pas ce que fait une entreprise en matière de sécurité, je ne sais pas comment une entreprise peut investir de façon sûre si elle est ailleurs que dans un état de droit. Et on le comprend très bien aujourd'hui. Le droit international et le droit au développement qui, comme chacun sait, deviendra durable. Alors pour cela, à Davos, qu'a-t-il fait pour parvenir à cet objectif? Qu'est-ce qu'il a dit aux entreprises de façon très pratique? Il a dit, je cite, « Au nom de l'ONU et des générations futures, je vous demande d'embrasser, de promouvoir et de faire respecter une série de valeurs fondamentales qui sont celles qui ont été citées, les droits humains, l'environnement qui est devenu un droit humain et les conditions de travail, a été ajouté la corruption. » Est-ce que vous comprenez qu'il a demandé aux entreprises de se référer à des instruments, pour ceux qui sont juristes de droit international public, des déclarations et des conventions internationales auxquelles il demandait aux entreprises de se référer dans la conduite de leurs activités? Sacrée révolution. Les entreprises étaient d'ailleurs probablement un petit peu frileuses
on peut le comprendre. Mais vous allez voir que les choses se sont dégelées. En fait, ce qu'il voulait dire, Kofi Annan, c'est qu'il voulait, je le cite, donner une face humaine au marché. Et ceci dans l'objectif de mieux réaliser les objectifs planétaires. En réalité, les intérêts des entreprises et ceux de l'ONU, avait-il expliqué, se rejoignaient. Car c'est vrai que pour nous, entrepreneurs, comment faire si nous sommes dans un monde dans lequel l'instabilité humaine, environnementale et autres s'écroule? Nos entreprises s'écroulent aussi. Tout est humain. Alors c'est pour cela qu'il a proposé à Davos, courageusement, en 1999, ce pacte mondial, qui est un contrat, en réalité, mondial, entre l'ONU et les entreprises. Fallait tout de même y penser, fallait tout de même l'oser. Mais c'est ce qu'il a fait. Au début, ce n'était pas un enthousiasme débordant. Il y avait une quarantaine d'entreprises. Mais bien des choses commencent dans la vie, on est peu, et on finit beaucoup. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, comme c'est dit dans ce film, 20 000 entreprises ou plus ont désormais rejoint ce pacte mondial. Quel est-il? Je ne vais pas revenir, puisque vous connaissez tous, l'engagement universel, volontaire. Et j'aime bien le mot volontaire, car nous sommes dans une époque où ce mot volontaire, on aime bien le dire. On aime bien dire que c'est important que ce soit volontaire, parce que ça fait partie de ce que les entreprises voudraient pouvoir appliquer avec plus de fluidité. Et la même année, ça a été contesté par certains, d'ailleurs certaines ONG, c'était les objectifs du millénaire, je ne sais pas si vous vous rappelez, en l'an 2000, qui sont devenus les objectifs de développement durable. Mais quelle cohérence de vouloir faire un pacte entre l'ONU et les entreprises et en même temps d'avoir des objectifs du millénaire qui sont devenus les objectifs de développement durable. Vous voyez quelle était la vision et la cohérence de la pensée de Kofi Annan et de John Ruggie qui continue aujourd'hui et qui continuera, car c'est cohérent. Alors, ce pacte était lancé, mais l'approche était très nouvelle pour les entreprises et beaucoup étaient restés assez frileuses pour l'appliquer dans leur gestion. Et j'ai moi-même vécu pas mal d'événements, et notamment à cette époque-là, je travaillais avec d'autres entreprises, je tairais les secteurs d'activité où on travaillait sur des clauses contractuelles qu'on pourrait insérer dans des contrats internationaux, et en y listant ce qu'on appelle dans un bon français des best practices dans ce secteur d'activité, pour essayer de donner des impulsions pour aller vers ces idées développées par Kofi Annan de la responsabilité des entreprises, du développement durable. Et des entreprises ont téléphoné à mon cabinet en me disant « Si Stéphane Brabant continue, nous ne sommes plus clients chez vous ». Pour moi, c'est assez brutal, il faut reconnaître. Mais ce n'était pas incohérent finalement. Cela ne faisait que démontrer la difficulté de convaincre. Cela ne faisait que démontrer aussi ô combien il était important de parler, de discuter, d'expliquer, ce qui aujourd'hui peut-être n'est pas suffisamment fait au demeurant. Et ce qui était marrant, c'est qu'une des entreprises avait dit « Moi, je ne veux pas de ces clauses en question, cher maître Brabant. D'abord, c'est le privilège des États. Puis deuxièmement, moi, je veux que ces clauses soient des possibilités de faire concurrence avec mes concurrents. » Donc, vous voyez, la compétitivité, eh bien, elle était là. C'est des entreprises qui voulaient ces clauses pour avoir une meilleure compétitivité. Vous vous rendez compte ? C'est tout de même extraordinaire dans le débat d'aujourd'hui. Mais c'était la réalité que j'ai vécue. Alors, je tais des noms, puisque je suis avocat et soumis au secret professionnel. Donc, j'ai dû arrêter cette initiative. Pourtant, des risques continuaient, des risques assez sévères.
et des risques qui étaient immédiats ou quelquefois un petit peu plus lointains, mais qui étaient des risques pour nos clients. Donc vous voyez le dilemme dans lequel j'étais. Et d'ailleurs, à cette époque-là, j'étais sur un site minier, je dois le dire, dans un pays d'Afrique, et j'ai vu au fond d'un trou, où c'était une opération d'acquisition, un jeune gamin d'une 12aine d'années ramasser du cobalt ou de cuivre, je ne sais plus très bien, avec ses ongles, pour le mettre dans un sac, pour l'expédier, pour devenir ensuite ça, en partie, que j'utilisais moi aussi. J'étais déjà conscient de ces principes. Que dire, que faire ? Et que dire et que faire à toute la chaîne de valeur, donc le constructeur de ça. Pas de moyens. Donc, vous comprenez qu'à cette époque-là, on ne pouvait plus ne pas voir. Nous, les avocats d'affaires, en tous les cas, certains d'entre nous, et les entreprises. Il convenait de se dire que ce droit international public, ces traités, il fallait les intégrer dans notre système de pensée. Et en plus, convaincre les entreprises que ça devait être dans toute leur chaîne de valeur. Sacré programme. On était conscient que quelque chose se passait. Certainement. Mais comment expliquer et convaincre les entreprises alors qu'il n'y avait aucun moyen et aucune sanction, et donc très peu d'attention? Car il est bien logique qu'une entreprise s'intéresse notamment à un droit que lorsque ce droit le sanctionne. On est dans un monde où la sanction domine parfois un peu le bon sens ou la raison. Alors, comment mettre en œuvre ces objectifs de traités internationaux dans toute une chaîne de valeur alors qu'un changement d'état d'esprit dans le milieu des affaires était incontournable? Il manquait les outils, tout simplement. Il fallait des outils. Alors Kofi Annan et John Ruggie, surtout Ruggie, se sont mobilisés, et avec d'ailleurs certains avocats, ils ont interrogé le monde des affaires. J'ai été très impliqué. Interroger le monde des affaires, de la finance, expliquer, parler, motiver sur ce changement, essayer de comprendre ce qu'attendaient les entreprises, essayer de comprendre quelles étaient leurs attentes, quels étaient leurs seuils d'acceptabilité. Chose sur laquelle, pour ma part, je m'attarde toujours. L'acceptabilité. Peut-être que quelquefois, c'est des choses qui manquent dans certains débats. On ne pouvait rien faire sans les entreprises, on ne pouvait rien faire sans leur acceptabilité. Et c'est dans ce cadre-là que les choses se sont poursuivies. Et différentes initiatives des Nations Unies ont suivi. Ça a été cité, donc je ne vais pas tous les reprendre. Les principes volontaires, un projet de traité en 2004 qui existait, dont les entreprises et les organisations financières ont préféré dire non. C'était peut-être trop rapide. Parfois, il y a des réglementations, elles vont trop vite. Il faut peut-être essayer d'attendre un peu, essayer de mieux expliquer, de mieux faire accepter. Ça a été le cas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, on est passé à l'époque, en 2006, par les principes d'investissement responsable, par les institutions financières, puisque elles savaient qu'elles prenaient des risques sur des projets sur lesquels il pouvait y avoir des remous avec des communautés locales, des projets qui étaient remis en cause, que moi je l'ai vécu en Afrique, en Amérique du Sud, des projets qui étaient malmenés parce qu'il n'y avait pas cette acceptabilité des communautés locales là. Donc l'acceptabilité, vous voyez, elle joue de tous les côtés. Et finalement, alors les principes d'investissement responsable, c'est les principes ESG, entre parenthèses, parce que très souvent, tout le monde confond un petit peu tout. Et finalement, l'adoption du cadre de référence protéger, respecter et réparer. Les trois piliers, c'est les trois piliers que le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a voté à l'unanimité. Et là, c'était le rôle classique où on a dit les États, vous devez de protéger les droits humains, y compris lorsqu'il y a des débordements par les entreprises. Vous, les entreprises, vous devez les respecter et ensemble, et notamment la nouveauté pour les entreprises, c'était de dire et vous devez, ou on vous propose,
de tout faire pour essayer de trouver des moyens de réparer dans les hypothèses où il y a un petit accident ou même une catastrophe. Et là, c'était la vertu de leur pensée, et notamment de John Ruggie. Lui était convaincu que les contentieux, c'est pas nécessairement la meilleure des choses. Ça coûte cher, ça aboutit pas. En France, il y a à peine une affaire en 7 ans en devoir de vigilance qui a abouti. Il avait donc raison. Et donc, ils se sont dit, la meilleure des choses, on va éviter les contentieux, on va éviter les coûts, et surtout, on va favoriser des réparations justes et rapides des victimes. Parce que très souvent, les victimes, ce n'est pas des millions de dollars qu'ils demandent. J'aurais beaucoup d'exemples à vous donner. Et ça a été la mise en route des gestions de plaintes, qu'on a retrouvé, entre parenthèses, parce que personne n'en parle, dans le projet de directive européenne de la CS3D. Ça, c'était une nouveauté. Mais ce cadre de référence, protéger, respecter, réparer, c'est bien beau, c'est 3 mots. Mais pour nous, juristes, et pour les entreprises, le mettre en œuvre, c'est pas évident. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'une entreprise, on est tout de même là à gérer tous les jours. Eh bien, cela a entraîné son opérationnalisation, j'ai du mal à parler, et ça a été l'adoption en 2011 des principes directeurs des Nations Unies de John Ruggie, qui ont été adoptés à l'unanimité par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, c'est-à-dire aussi avec le vote de la Chine, de l'URSS, des États-Unis. On y a tous adhéré à ces principes directeurs. Et je le dis maintenant, ces principes directeurs des Nations Unies qui sont le fondement de toutes les réglementations ou projets, ou ce qui en fut, on ne sait pas où on en est, en matière de respect des droits humains par les entreprises. Ce droit est un droit souple. Alors c'est un peu curieux. Ce qui est bien pour les juristes, c'est qu'on dise droit souple ou droit dur, il y a toujours le mot droit dedans. Donc on en fait notre affaire et on essaye de le composer. Pour être accepté, John Ruggie a été savant parce qu'il savait que les entreprises étaient timides. Et donc il en a fait un droit souple, un droit de compromis. C'est-à-dire qu'il a écouté tout le monde et il a rédigé quelque chose, si vous les lisez, vous verrez, c'est pas très difficile à lire. Ça n'a pas été rédigé par un juriste, rassurez-vous, heureusement, ça a été rédigé par quelqu'un de bon sens, qui s'appelait le professeur Ruggie, professeur à Harvard. Harvard, qui était très respecté. Il a une vision qui était pragmatique des choses. Et ce qu'il voulait, ce qu'il recherchait, c'est que ces lignes directrices, ces principes directeurs, soient pratiques pour les entreprises, soit de nature préventive et pour les personnes pouvant être affectées. Et il voulait des attitudes proactives des entreprises. J'insiste, de nature préventive. Je me rappelle ô combien nous discutions pour favoriser des textes de nature préventive et non pas punitifs. Là, différentes options sont à prendre. Je sais que quelquefois, on n'est pas tous d'accord, mais en tous les cas, l'expérience m'a démontré que des textes pédagogiques, préventifs, bien rédigés, sont toujours très utiles et parfois plus faciles à adopter que lorsqu'ils sont punitifs, car l'acceptabilité des entreprises sera plus difficile. Parfois, il faut accepter d'avancer pas à pas nécessairement aller trop vite. Les principes directeurs des Nations Unies ne sont pas contraignants, mais ils ne sont pas volontaires non plus. Ils font autorité et ils s'appliquent dans le monde entier, à toutes les entreprises du monde entier, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur d'activité, quel que soit leur pays. Quand on dit qu'il faut absolument trouver des textes qui évitent la fragmentation, c'était le cas. Voilà un texte qui évite la fragmentation mondiale. Aucune entreprise ne peut dire « je n'y suis pas concerné ».
C'était visionnaire, en plus de l'avoir fait adopter à l'unanimité. Ce sont des lignes de conduite, des lignes directrices qui demandent aux entreprises, je ne vais pas aller dans les détails, de simplement d'avoir une attitude de diligence assez raisonnable et de savoir prendre des mesures en fonction du contexte, en tous les cas concernant les risques de violation les plus sévères des droits humains et dans toute la chaîne de valeur. C'est tout de même pas la mer à boire. Je répète, faire attention, faire des diligences raisonnables. On va parler français, être vigilant à l'égard des violations les plus sévères des droits humains dans sa chaîne de valeur. Voilà où on en est. C'est une obligation de moyens. Ce n'est pas, quelquefois, cette énormité dont certains parlent. En réalité, c'était une boîte à outils. Et c'est une boîte à outils. Ruggie n'est pas du tout ce mot boîte à outils. Mais moi, je l'ai retenu. Parce qu'on parle de bâtir la planète, on parle de la co-construire. Et c'était le cas pour Kofi Annan. Ce qu'il voulait, c'était une co-construction qui était révolutionnaire et planétaire entre l'ONU, les États, la société civile, les investisseurs, les ONG. Pour une fois, tout le monde se rencontrait, avec tous les mêmes outils ou la même boîte à outils, même si on s'en servait de façon différente. Ce n'est pas parce qu'il y a une boîte à outils que le menuisier doit se servir des outils du vitrier. Bien sûr que non, mais on va construire le même édifice. C'était le cas. C'était le cas. Il faut aller chercher le bon outil. Par la suite, il y a eu peut-être trop d'outils. Il suffisait de faire le choix des outils. Donc, c'était donner cette face humaine, ce qui est devenu un peu cette idée du capitalisme responsable. Et en préparant cette intervention, je pensais à la notion du village planétaire de 1967 ou global, qui avait été une notion initiée par Marshall McLuhan sur la mondialisation, l'interconnexion des médias, des technologies de l'information, de la communication. C'est de là qu'était né le village planétaire. Et en préparant cette intervention, je me suis dit, mais en fait, Kofi Annan et John Ruggie, ils ont voulu faire ce village planétaire de l'interconnexion humaine et environnementale. Comment peut-on imaginer lutter contre un problème environnemental ou climatique si on est tout seul ? C'est forcément interconnecté, c'est forcément interdépendant, c'est forcément dans toutes nos chaînes de valeur. C'est obligatoire, sinon on se met en péril nous-mêmes. Ce n'est donc pas une obligation par le droit, c'est une obligation par le bon sens. C'était un droit souple, mais des sanctions se sont avérées malheureusement assez vite, assez dures. Mais pas par les juges, par les nouveaux juges, les consommateurs, la société civile, la bourse, des communautés locales qui ont envahi des champs miniers, pétroliers ou forestiers et ont tout détruit. C'est eux qui ont été les juges. Et c'est eux qui le restent, et c'est eux qui le resteront, quel que soit l'avenir du droit. Alors vous allez me dire, mais c'est aux États d'intervenir. 3 petits points. Et ces juges, ils agissent sans appel, sans cour de cassation, sans procédure. Alors, on ne pouvait plus ignorer l'ensemble de ces principes. Mais on rencontrait des difficultés pour convaincre les entreprises, car c'était un droit souple, et donc sans sanction. Donc certaines voulaient toujours dire qu'elles n'avaient pas le temps. Malheureusement, j'en ai rencontré beaucoup qui un jour m'ont dit « on pensait qu'on n'avait pas le temps, mais le temps nous a rattrapés par les catastrophes qu'on est en train de vivre ». Il y a des projets qui perdaient des millions par jour suite à des malversations de communautés locales qu'on ne pouvait plus contrôler. Simplement parce qu'ils n'avaient pas fait attention à obtenir leur acceptabilité à eux. Et ce n'était pas grand-chose. Le coût était faible. Il reste faible. Certains n'avaient pas compris ce qui se passait, certains n'avaient pas lu. Toujours est-il qu'il fallait que l'on continue à essayer de convaincre, d'expliquer, et dans ces explications,
Il était un argument que Kofi Annan aimait particulièrement, c'était celui de l'état de droit dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est un peu technique, je ne vais pas revenir dessus, on en parle beaucoup en ce moment dans des circonstances que vous connaissez et qui effectivement interpellent beaucoup. Toujours est-il que l'état de droit pour Kofi Annan, c'est lui qui, curieusement ou pas curieusement, a dit que l'état de droit dont nous, les entreprises, on a besoin pour la sécurité, comme j'ai dit, de nos projets, eh bien l'état de droit, c'est aussi une des composantes essentielles, c'est le respect des droits humains. C'est de dire que si les droits humains ne sont pas respectés par un État dans un pays de nos investissements, c'est grave. Mais cela veut dire aussi que nous, les entreprises, est-ce que nous, on n'est pas aussi en capacité de violer les droits humains et donc de ne pas respecter l'État de droit? Une fois de plus, les notions convergent vers les mêmes objectifs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Kofi Annan avait une vision extraordinaire de vouloir associer les entreprises à son projet, qui est notre projet. A eu lieu ensuite en 2015 à Vienne, je ne sais pas combien de temps il me reste. Dépassé, oh là là, j'en ai encore pour 5 minutes. Excusez-moi, je pense, je suis bavard, hein, mais ça va, je continue? Vous êtes d'accord? Je continue. Parce que j'ai encore des histoires. En 2015, à Vienne, alors Vienne, l'Autriche, c'était le pays de naissance de John Ruggie. Il était formidable, John Ruggie, c'était un type extraordinaire. Et c'était l'International Bar Association, vous voyez, j'essaie de prendre l'accent, qui est donc la réunion du barreau international. Et c'était l'année des 15 ans du pacte mondial. J'ai donc invité Kofi Annan et John Ruggie, et ils sont venus. Et il y a 4 entreprises qui sont venues, et il y a 4 ONG qui sont venues. Et pour la première fois de la vie de cette organisation internationale des avocats, on était 700. Kofi Annan m'avait dit, Stéphane, je resterai 1h30, pas plus. La première intervention avec John, après je vous laisse. On n'a jamais pu le faire partir. Il a été, mais fabuleux. Il était passionné. Les débats étaient animés, toujours courtois. Ils y mêlaient de l'humour pour promouvoir la dignité humaine. Ils savaient le faire avec cette petite trace d'humour, avec ces petites taquineries que les sociétés, les avocats d'affaires qui étaient un peu timides ne pouvaient... Je dois m'arrêter? Alors, je vais aller vers la fin, c'est dommage. Mais le village, je vais laisser 2 minutes, le village planétaire était présent et ils en ont profité pour le faire vivre. C'était ce village planétaire des avocats. Dans le temple du droit dur, le droit souple s'est imposé. C'était le Davos des juristes qui a donné le la aux avocats d'affaires pour le meilleur de la vie des entreprises. De nombreux outils se sont succédés, notamment celui du pacte mondial d'Éline et de Cécile Dagrassa, qui étaient dans la salle tout à l'heure, sur les communautés affectées. Je vous recommande de lire cet ouvrage publié par le Pacte mondial. Un nouvel outil extrêmement intéressant et très important qui permet de concilier de façon durable la profitabilité des entreprises et la dignité humaine, grâce aux outils que Ruggie nous a laissés. Alors, en conclusion, puisque je suis pressé, en dehors du fait que les entreprises, avec beaucoup de sagesse, mais parfois sous la pression, ont endossé ces principes. Elles ont fait du droit souple, dont elles ne voulaient pas trop, mais tout de même, et en tous les cas du droit dur qu'elles ne voulaient pas, elles en ont fait du droit dur, en le mettant dans leur code de conduite, dans des engagements internationaux, dans leurs contrats internationaux. C'est toujours vrai. En conclusion, le contexte est, comme vous le savez, aujourd'hui plus délicat. Il y a des questionnements. C'est normal. En 25 ans, avec Kofi Annan et Ruggie, on en avait vécu. Mais le pacte mondial reste là. Il est solide. Il est le plus global, le plus inclusif de tous les projets en la matière sur le plan mondial. Pour expliquer, motiver, vous y avez assisté et porter cette co-construction du village planétaire, à la fois économique, financier, dans les échanges d'informations et humains. Vers tout converge. Mes derniers mots. Kofi Annan et John Ruggie étaient des sages.
On les remercie d'avoir été là à la fin du XXe siècle. Et il nous manque aujourd'hui pour expliquer avec bon sens le sens du pacte mondial et des principes directeurs des Nations Unies, qu'il ne faut pas perdre de vue, je vous le demande avec insistance, dans les débats d'aujourd'hui, et tous les textes qui ont suivi. Et il faut continuer avec conviction et persévérance, envers et contre tout, de co-construire ce que voulait Kofi Annan, le monde de paix, de développement et d'état de droit auquel on aspire tous, y compris les entreprises. Et ceci avec autant de vigilance pour assurer la profitabilité et la compétitivité des entreprises, au travers d'un playing field, par exemple. Et avec vigilance, j'allais dire en même temps, on n'ose plus le dire, mais je vais le dire, la dignité humaine. Car, comme ça a été dit ce matin par les grands chefs d'entreprise brillants, la compétitivité et la profitabilité d'un côté et la dignité ne sont pas d'un côté ou de l'autre. Ils sont les fondations, ensemble, d'une construction solide et durable. Merci beaucoup. Merci Stéphane.